remercier les organisateurs. Alors, c'est une demi-boutade, mais je trouve qu'on arrive à discuter sans se couper la parole, dans la sérénité. On s'écoute. Alors, je ne sais pas si on peut y voir la preuve que c'est mieux de discuter au niveau local qu'au niveau, qu'au niveau plus élevé, mais en tout cas, je trouve que voilà, je trouve que c'est déjà remarquable. J'ai appris plein de choses. En plus, c'est une boutade, j'ai pas payé. On va dire oui, c'est normal, c'est un représentant encore d'une grande entreprise, donc voilà, encore un cadeau qu'on fait au patronat. Bon, j'ai une deuxième commentaire, mais c'est la même chose dans les entreprises. Il suffit qu'on veuille changer un système pour que le système qu'on veut voir évoluer soit paré de toutes les vertus. Je pris des notes, je trouve que c'est intéressant. Donc, le respect de l'égalité des droits, le respect républicain de l'égalité des droits, etc. Est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que entre petites et grandes entreprises, tous les salariés sont logés à la même enseigne en termes de droits? C'est une question. Est-ce qu'on a le sentiment, si on parle beaucoup du droit des licenciements, je discutais à table avec quelqu'un de la CGT, j'ai oublié votre nom, je suis désolé, mais c'était hyper intéressant, qui me disait que sur les prud'hommes, vous êtes vice-président des prud'hommes de Montbrison, seuls 3% des litiges, c'est lié au licenciement économique. Bon, 3%. J'ai l'impression qu'on parle de ça. Moi, je trouve que dans la loi El Khomri, il y a des choses intelligentes, enfin, qui en tout cas me semblent plutôt intelligentes. C'est notamment la définition du licenciement économique. Moi, en tant qu'entreprise, je pense que si on a, là pour le coup, une règle claire d'ordre public absolu, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, j'ai quand même mon sentiment, c'est que si on a un contentieux de licenciement économique à Saint-Étienne, à Lyon ou à Paris, je ne suis pas sûr que l'égalité devant la loi soit vraiment respectée. Je pense que si demain on a des règles plus claires, moi je milite pour des règles plus claires, mais on va y revenir. Donc sur déjà qui je suis, puisque alors je ne suis pas dans une très grande entreprise, je suis dans une grande entreprise, donc je suis directeur des ressources humaines de l'entité Europe, Moyen-Orient, Afrique de Biomérieux, c'est 27 pays, c'est 5200 collaborateurs. J'ai également la casquette de DRH France. J'ai coutume de dire que je suis un DRH heureux. J'ai des moyens, j'ai une grosse équipe, j'ai une 50aine de collaborateurs, j'ai 2 juristes à temps plein en droit social et la chance de travailler avec un grand cabinet en droit social, en l'occurrence Front-Montbrien sur la place de Lyon. Voilà, j'ai des moyens, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que, entre guillemets, je sois représentatif, si vous voulez, du tissu véritablement des entreprises. Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, donc je voudrais me situer un peu un cran avant la notion de norme. Pourquoi les entreprises embauchent? Puisque là, le thème, je dirais, du colloque, c'est pourquoi réformer le Code du travail. Donc, je vous rejoins, monsieur. Le droit du travail en Allemagne, que ce soit en Italie ou ailleurs, il n'est pas plus simple. Il n'est pas plus simple qu'en France. Ça, c'est relativement évident. Pourquoi les entreprises embauchent? Moi, j'ai noté 3 choses. Il faut qu'il y ait un besoin, déjà. Donc, carnet de commandes, confiance dans l'avenir, visibilité sur l'activité. Bon. Il faut que ce besoin, on puisse le financer. Bon, voilà. Et je pense que moi, je salue toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour baisser le coût du travail. Je pense qu'en France, il y a un problème de coût du travail. Certains vont dire que c'est des cadeaux au grand patronat, mais moi, je pense que c'est normal qu'un gouvernement crée les conditions pour que les entreprises soient compétitives. Donc moi, je félicite en tout cas ce gouvernement d'avoir pris un certain nombre de mesures pour baisser le coût du travail. Ça va dans le bon sens. Et ensuite, il faut que l'entreprise puisse trouver facilement la réponse à son besoin. Voilà. Donc, je vais simplement parler du troisième point, qui est la lisibilité des normes. Aujourd'hui, on n'y comprend pas grand-chose. C'est un débat d'experts. J'ai relu plusieurs fois les questions qu'on m'a envoyées pour essayer de les comprendre. Voilà, c'est quand même pas évident. Donc, ce que je veux dire, c'est que en quelques mois, loi Rebsamen, loi Macron, maintenant loi El Khomri, il y a des bonnes intentions, mais honnêtement, ça s'empile un peu et on est un petit peu, au niveau des entreprises, un petit peu perdu. Alors,
Et encore, je vous dis, moi, je suis un DRH heureux, j'ai une équipe, j'ai des moyens, etc. Mais je me mets à la place de l'entrepreneur, entre guillemets, je ne sais pas bien comment il fait, honnêtement, pour s'y retrouver. Donc, moi, mon message ici, c'est on n'est pas du tout pour un détricotage du Code du travail, on est pour des règles claires et des règles qui soient un peu permanentes dans le temps. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est assez confus, c'est-à-dire qu'il y a une question sur l'instrumentalisation, donc je suis content de voir qu'il n'y a pas que la négociation collective qui est instrumentalisée, mais la loi également qui sert d'instrument. J'ai l'impression qu'on confond régulièrement objectif et moyen. Donc, quelle est la finalité, quel est l'objectif? La loi, effectivement, de temps en temps, devient une finalité en soi, et on est un petit peu perdu. Alors, je ne reviendrai pas sur... Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais je pense que d'autres s'en chargent, mais sur la méthode employée pour la réforme du Code du travail, je pense que si on voulait faire pire, je pense que c'est difficile. Heureusement que dans les entreprises, on négocie pas comme ça. Commencer par braquer tout le monde. Donc voilà, les objectifs qui ne sont pas expliqués, etc., etc. Donc on veut calmer une population en disant on va taxer une autre. Enfin, honnêtement, je trouve que la méthode est un petit peu affligeante, mais bon, voilà. Mais en tout cas, je suis venu avec ma liste de courses. Alors, je me dis peut-être que, en tant qu'entreprise, en fait, en tant que DRH, si j'avais à faire une réforme du Code du travail ou du marché du travail, quels seraient, entre guillemets, les objectifs? J'ai noté 6 objectifs. Le premier, c'est adapter le Code du travail au XXIe siècle. Donc, voilà. Là, on verrait tout ce qui est effectivement nouvelles technologies, impact du décompte du temps de travail, la notion de lien de subordination qui pour moi est d'un autre âge, donc pour caractériser le contrat de travail. Heureusement qu'entre guillemets on ne parle plus comme ça, je dirais, aux collaborateurs. Hein. Tu es mon subordonné, tu es mon collaborateur. Donc, et les nouvelles générations aujourd'hui, elles souhaitent, je pense, différents modes de collaboration. Elles sont pour le travail à domicile, hein, ce qu'on appelle le home office. Les nouvelles technologies, moi je dirais, j'ai une équipe, une 50aine de collaborateurs dans plusieurs pays. Je me fous de savoir, entre guillemets, mais bien sûr, je m'arrange pour ne pas faire des réunions téléphoniques en plein milieu de la nuit. Mais après, les gens peuvent faire, entre guillemets, de mon équipe, peuvent travailler de chez elles. Voilà, moi, j'ai pas de... et les jeunes générations demandent, je dirais, à mettre leur intelligence au service de l'organisation. Donc, elles demandent plus de responsabilisation, plus de confiance. Et on essaye, effectivement, de leur donner. Donc ça, moi, c'est un objectif que je verrais. Premier, c'est adapter le Code du travail au XXIe siècle. Le deuxième, ça serait faciliter les mobilités entre sociétés. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un marché du travail en France qui est très compliqué. Il y a quand même certaines lourdeurs. Passer d'une entreprise à l'autre, c'est quand même pas évident. Donc, il y a des questions naturelles qui se posent. Que devient mon compte épargne-temps? Que devient mon plan d'épargne entreprise? Que devient ma mutuelle? Etc., etc. Donc, je pense que sans faire d'usine à gaz, mais je pense que les mesures sur le compte d'activité qui permettent de fluidifier les mobilités entre entreprises, pour moi, vont dans le bon sens. Un troisième objectif que je vois, c'est faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Donc, je trouve que l'alternance, alors là aussi, on voudrait des règles claires. Le gouvernement a commencé par détricoter toutes les aides à l'alternance il y a 2-3 ans. Maintenant, on les remet. Donc, je pense que l'alternance, ça, pour moi, c'est une voie royale pour trouver du boulot. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est trop compliqué aujourd'hui entre contrat de professionnalisation, alternance. Moi, j'ai une personne à temps plein dans mon équipe qui monte les contrats et c'est d'une complexité redoutable. Mais je pense que là, il y a des choses à faire pour développer l'alternance et que ça soit effectivement aussi un outil plus simple. Quatrième objectif que je verrais, c'est comment permettre à une entreprise de s'adapter aux variations d'activité en limitant la précarité. Et je dis bien en limitant la précarité. Les entreprises ne sont pas pour la précarité. Je ne suis pas pour la précarité, mais l'activité d'une entreprise n'est pas linéaire. Dans l'exemple, on travaille énormément à l'exportation, on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. On travaille avec des appels d'offres, il y a un appel d'offres qui tombe, on doit produire, entre guillemets, comme des fous pendant un mois. Comment on fait? Donc, voilà. Donc si on souhaite, si vous voulez, donc moi je crois beaucoup au CDI intérimaire, je pense que c'est un dispositif très intelligent. Donc voilà, je pense qu'il y a sans doute des choses à creuser. On sait que c'est pas facile aujourd'hui quand on est
en précarité pour se loger, faire un prêt à la banque, etc. Donc, de deux choses l'une, soit on trouve en interne, dans l'organisation, les moyens, si vous voulez, de cette flexibilité, entre guillemets, mais souvent les salariés sont pas hyper chauds, je le dis clairement, hein, en disant on va vous faire varier votre temps de travail entre 30 heures, etc. Bon, c'est pas, voilà, on ne peut pas dire que ça soit un élément important. Je pense que, voilà, je pense qu'il y aura une réflexion. Je pense que le CDD et l'intérim est souvent l'antichambre effectivement du CDI. Mais je pense qu'il y a en tout cas moyen de trouver, voilà, de s'entendre sur une diminution de la précarité, tout en donnant quand même une certaine souplesse de fonctionnement aux entreprises. Comment adapter, le cinquième objectif que je verrai, c'est comment adapter les exigences de la loi à la taille et aux moyens des entreprises. Je trouve qu'aujourd'hui, on demande beaucoup aux entreprises, surtout aux petites entreprises. On nous demande, un peu comme ça qu'on le vit, hein, de corriger en bout de chaîne tous les dysfonctionnements de notre société, que ce soit les dysfonctionnements de son modèle éducatif, voilà, parentaux, prendre soin de la santé mentale des salariés, ça paraît évident, mais voilà, comment faire concrètement, même quand on est de bonne volonté. Se projeter dans l'avenir à 3 ans alors qu'on n'a aucune visibilité sur son carnet de commandes. Le code du travail est très sympa, mais il y a honnêtement un certain nombre d'obligations qui sont un peu délirantes, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit. Et puis effectivement, quand on pense qu'on donne, donc, qu'on demande la même chose à des petites entreprises de 2-3 personnes sur le document unique, le diagnostic pénibilité, j'en passe, c'est les meilleurs, et à des entreprises de 3000 qui ne sont pas du tout structurées de la même façon. Bon. Voilà. Et effectivement, dans ce work package, comme on dit aujourd'hui, ou dans cette thématique, parler aussi des effets de seuil. Pourquoi il y a autant d'entreprises de 48 ou 49 salariés en France. Voilà. Et puis peut-être un dernier élément qui là est plus en lien avec la question, c'est adapter les règles du jeu aux réalités de l'entreprise. Donc 3 catégories, moi je n'ai pas besoin de 3 catégories sur l'ordre public absolu, social, supplétif. Moi je pense qu'il y en a déjà une de trop. On a besoin de règles claires, hein, qui ne varient pas tous les 5 minutes. Je pense qu'on a besoin... moi je suis un partisan de la négociation, personnellement. Je pense que trouver des compromis intelligents au niveau de l'entreprise, quelquefois on est moins dans la posture et c'est plus facile de trouver des compromis intelligents. Donc moi je suis assez fan de ça. Le référendum, je pense que c'est... on l'a fait une fois. Bon, je ne suis pas un chaud partisan du référendum. Je pense que ça déresponsabilise non seulement les organisations syndicales, mais si on le pratique de façon trop importante aussi, je dirais, la direction. Donc, par contre, je pense qu'effectivement, on a besoin, entre guillemets, qu'on nous fasse confiance. Hein. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et je pense que tout le monde a besoin de contre-pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la loi, 10% de suffrage uniquement pour être considéré représentatif, je trouve que 10% c'est quoi? Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Je pense que direction et syndicats, pour moi, ont besoin de contre-pouvoir. Donc, et pas uniquement la direction. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a très peu de syndiqués en France. Je pense que certaines organisations syndicales, enfin, quand on écoute, hein, il faut des acteurs, pour pouvoir trouver des compromis, il faut des gens qui ont envie de discuter. Quand j'entends, si vous voulez, certains acteurs de Nuit debout disant le dialogue social, ça n'existe pas, il ne peut pas y avoir de dialogue social entre opprimés et oppresseurs, bon, si vous voulez, ça pose le débat. Et là, pour trouver un compromis intelligent, si vous voulez, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des organisations syndicales, j'en ai 2, CFDT, CGT. On a signé 70 accords en 5 ans. On vient de signer un accord unanime sur les salaires, CGT, CFDT, donc il y a 1 mois. On discute, on n'est pas toujours d'accord, mais on trouve des compromis intelligents et on avance. Voilà.
Donc, moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est qu'en France, on a des atouts importants. Moi, j'ai plein d'exemples où, dans certains pays, on voulait recruter et en fait, on ne trouve pas le personnel qualifié et on relocalise les emplois en France. Donc, malgré les carences et le manque de moyens assignés à certaines universités, je trouve qu'on a quand même énormément d'atouts en France. On a des gens qualifiés, des opérateurs de production, des techniciens qualifiés d'une façon incroyable et qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Donc, ça, c'est une chance. Donc, c'est vraiment une chance. Donc, on a des atouts importants. Je pense qu'il y a besoin de réformer le Code du travail, pas pour le casser, mais pour l'adapter davantage, je dirais, à la réalité économique et sociologique de nos entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci bien. Il nous reste quelques minutes peut-être pour un débat avec la salle. Je regarde Marc. Pardon ? Deux, trois questions ? Moi, je pense aussi. Je pense qu'il vaut mieux prendre. Oui. Donc, alors que nous une question. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur l'intervention de M. Sibéras et sur celle de Jacques Fraissinet. Pour donner quand même quelques chiffres, et j'ai entendu ça dans le débat précédent, lorsque j'étais à Bruxelles aussi, puisque j'y ai vécu, il y avait une statistique de l'OCDE qui était confirmée par l'ILP. Le nombre de travailleurs dans le monde en 1995, c'était 950 millions. Et en 2005, c'était 3,8 milliards. C'est-à-dire de dire que le nombre de salariés va diminuer, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde le monde, si on veut parler de mondialisation, il faut regarder les chiffres dans leur globalité et pas dire le nombre de salariés, comme ça a été dit ce matin, va diminuer. Je pense que le nombre de salariés est exponentiel. Sauf que je ne les appelle pas les salariés, je les appelle les travailleurs. Il y a 50% de ces travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail et 70% qui n'ont pas de protection sociale. Voilà, si on veut regarder la mondialisation dans sa globalité, il faut essayer d'évaluer ces chiffres. Le deuxième élément, et là je suis... Quand Jacques Fraissinet dit les syndicalistes forts ont négocié aux États-Unis, oui, mais le New Deal de Roosevelt s'est traduit après par un patronat qui a tout fait pour interdire les syndicats dans les entreprises. Donc, mais où je suis d'accord avec M. Sibéras, c'est qu'effectivement, ça se passe entre le contrat, puisque dans les pays anglo-saxons, Nouvelle-Zélande, Australie, entre le contrat et le contrat collectif ou le contrat individuel. L'enjeu, globalement, avec ce monde-là, se passe là. Mais en même temps, est-ce que c'est satisfaisant ? Hier, je l'ai dit, le salaire minimum en Allemagne est un salaire minimum par défaut. Ceci dit, aux États-Unis, on réclame aujourd'hui un salaire minimum. C'est-à-dire que dans les pays, il y a eu un débat avec Obama pour discuter du salaire minimum. Et on voit que cette règle des salaires minimums est une règle qui est évoquée partout, parce qu'on a une telle inégalité sociale. On a une telle dualité, une telle diversité du salariat qu'il faut qu'on voit bien qu'on n'y répondra pas simplement par le contrat individuel. Et ça pose des questions de démocratie. Il n'y a qu'à regarder les primaires aux États-Unis, les différents endroits. Ça pose des questions assez fondamentales de démocratie. Donc on ne peut pas simplement répondre par cette question. Je dirais, et il y a un deuxième élément qui est quand même important, qui avait été soulevé par la première ministre chilienne à un moment donné, c'est elle pensait qu'il fallait instrumentaliser ou mettre en place un système de protection sociale au niveau universel et au niveau mondial. Donc on voit bien que ces questions-là, elles ne se régleront pas. Elles sont aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, dans le défi entre contrat individuel et contrat collectif. Mais des réponses qui sont totalement insuffisantes sur une organisation extrêmement éclatée du salariat, font que les solutions de type salaire minimum, donc solutions de type législatif ou organisées à d'autres niveaux, deviennent des solutions extrêmement récurrentes, non seulement pour le travail, mais aussi pour la démocratie. Oui. Oui, moi je voulais aussi interpeller Jean-Christophe Sibéras, et de manière un petit peu provocatrice, comme il l'a fait. Je découvre que le mythe du pouvoir syndical en Belgique est un mythe sans doute entretenu par nos amis belges, et c'est sans doute leur côté méridional, je pense. Moi, si je revenais aux affaires, en tant que syndicaliste, j'échangerais volontiers le modèle que nous avons en France contre celui de la Belgique, parce que le pouvoir syndical, c'est quelque chose. Je vous félicite parce que nous connaissons un DRH que vous avez peut-être connu, qui était à Grenoble,
et qui était heureux de revenir en France et qui nous disait, quand on a été DRH en Belgique, on peut aller partout, on peut être DRH partout. Parce que le pouvoir syndical, c'est quelque chose. Alors c'est vrai que la France, c'est très difficile, mais on peut s'interroger que lorsque Ron Poulenc a fusionné avec Bayer pour créer Sanofi, je crois, éphémère, et pourquoi le siège a-t-il été mis à Strasbourg et pas en Allemagne? Nous, l'un des patrons protagonistes de l'affaire et qui était président de l'ASER, nous avait expliqué pourquoi. Quand les Français avaient découvert la complexité et la rigueur des règles qui existaient en Allemagne, ils avaient dit « il vaut encore mieux venir en France ». Alors, vous avez fait un peu l'éloge du tout entreprise, sachant que le débat n'est pas simplement entre la loi et le contractuel, ici, ni en France, il est aussi sur la hiérarchie des normes, c'est-à-dire négociation de branche, négociation d'entreprise. Certaines confédérations ont même dit que c'était là la raison essentielle de leur opposition au projet. Donc si on fait le tout entreprise, l'éloge du tout entreprise, j'imagine qu'il n'y a pas de problème de coûts de salariaux en Belgique. Ça me confirme dans l'idée que Renault a fait une erreur magistrale à propos de Vilvoorde. Et j'imagine que la liberté de négociation, que l'autonomie des partenaires sociaux en Belgique sur la question des salaires, par exemple, est sans référence aucune, avec des procédures, avec des comparaisons, qu'il n'y a ni cadrage ni rien sur la négociation salariale en Belgique. Certains patrons italiens, ayant calculé ce que représentaient les primes aux entreprises qui dérigidifiaient la question du SMIC, considéraient que la flexibilité salariale en France, où la négociation salariale est très décentralisée, en fait, malgré les accords de branche, était un avantage compétitif considérable par rapport à plusieurs pays, y compris l'Italie, mais plus encore de l'Europe du Nord, qui ont des négociations très centralisées. Alors je crois que c'est difficile de prendre un élément de comparaison ici ou là, sans voir l'ensemble. Si on prend un peu en Belgique, un peu en Allemagne, il faut resituer chaque mesure dans un contexte qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Par contre, ce que je note là pour l'ensemble des propos, c'est qu'il y avait vraiment matière à ouvrir une confrontation, une négociation, et que c'est dommage que la façon dont la démarche a été engagée par le gouvernement français ait tout gâché. Tout gâché, je le crains. Et ne crée une situation encore plus difficile qu'avant, aussi bien pour les entreprises que pour les syndicats. Enfin, on ne connaît pas encore la sortie. Peut-être que on sortira par le haut, mais pour le moment, le pire n'est pas à exclure dans cette situation. Je suis convaincu, connaissant un peu la FGTB et la CSC, qu'ils auraient très mal admis que le gouvernement leur refile quelque chose comme ça dans une corbeille en les convoquant à une négociation. Je pense qu'en Belgique, ça se serait très mal passé. Et je crois même que jamais le gouvernement belge se serait amusé à le faire. Par contre, encore une fois, sur des objectifs clairs, en précisant bien les sujets à négocier, et avec un peu plus de temps et un peu moins de pipeaux, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de très important, mais qu'il aurait fallu commencer bien plus tôt, si on veut lier cette échéance à la vie politique du pays. Est-ce qu'il y a... Non, je veux juste dire un mot par rapport à l'intervention de Joël Desgaillons, qui reste pas une ambiguïté. Je suis complètement en faveur de l'existence d'un salaire minimum. Je trouve que sa diffusion... Attends, laisse-moi terminer, je t'en prie. Parce qu'il est aussi dans le débat en Suède. Les Suédois ont perdu presque 20% de syndiqués. Et le nombre d'entreprises qui ont abandonné l'extension des conventions collectives est considérable. C'est-à-dire, comme on suit d'assez loin les problèmes, le problème de couvrir une partie des populations précarisées se pose dans tous les pays, y compris dans les pays scandinaves.
Si tu me laissais terminer ma phrase avant de répondre, ça serait peut-être une façon d'avancer. Oui. Je suis justement en faveur du salaire minimum à cause de ça. Et ce que tu dis sur les syndicats scandinaves est tout à fait caractéristique. C'est parce qu'ils s'affaiblissent qu'ils changeront de position. Donc, mon argument n'était pas du tout contre le salaire minimum, bien au contraire. Simplement, il était de dire, quand on regarde les syndicats qui, à un moment donné, et peut-être encore aujourd'hui, pour certains, sont hostiles au salaire minimum, ça a été le cas des Allemands, c'est plus le cas, les Scandinaves bougent peut-être, les Italiens sont toujours sur cette position. S'ils l'ont été, c'est au nom de la volonté du syndicat de régler ça par la négociation collective. Il faut qu'on sache ça. Hein, et que c'est justement la dégradation de la force syndicale qui conduit à transférer la revendication sur le salaire minimum. Encore une fois, revendication sur laquelle je suis complètement d'accord compte tenu de l'énormité des inégalités qui se creusent lorsqu'il n'y a pas de salaire minimum. Mais il ne faut pas faire du salaire minimum la preuve de la puissance du mouvement syndical. C'est justement parce qu'il s'affaiblit qu'on doit se rabattre sur un salaire légal. Oui, merci de ces interpellations. Je crois qu'en fait, on est assez d'accord. Ce qui compte, c'est ce qu'a dit mon collègue des RH, c'est que les entreprises qui sont des lieux de pouvoir ont besoin de contre-pouvoirs. Bon. Ces contre-pouvoirs, on va appeler ça les syndicats, et on régule le truc avec quelque chose qui s'appelle la négociation collective. Et d'ailleurs, quand la négociation collective est faible, il y a des accords qui sont parfois, où les acteurs sont faibles, des accords bas de gamme. Hein. Je veux dire, le problème des États-Unis en particulier, c'est assez frappant. Enfin, je veux dire, les inégalités salariales, elles résultent d'un rapport de force aux États-Unis, d'un rapport de force dans les entreprises qui s'est effectivement affaibli. Et effectivement, on s'aperçoit que même économiquement, bon, ça pose problème. Moi, je suis effectivement favorable au dialogue social, à ce qu'il y ait une régulation collective avec des interlocuteurs qui soient solides. Je dois dire qu'en Belgique, pour le coup, enfin, je n'ai pas fait l'apologie du dialogue social en Belgique, bien que je me suis pas mal occupé de la Belgique quand j'étais chez Renault, à vrai dire, c'était pas facile, mais néanmoins, j'avais quand même des interlocuteurs très solides, techniquement très représentatifs, beaucoup d'adhérents, et au fond, quand on est DRH, on a envie d'avoir des interlocuteurs solides, représentatifs, beaucoup d'adhérents. Voilà, c'est ça qui... Et c'est vrai que parfois en France, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que la situation actuelle, finalement, si on veut la résumer en France, c'est ce qui a été dit, c'est que on n'a pas envie tellement de donner la négociation collective à l'entreprise parce qu'on se dit l'acteur syndical, il n'est pas là, où il est faible. Et que donc, en fait, c'est presque un constat, un aveu qu'on fait en ce moment collectivement en France sur la faiblesse de l'interlocuteur syndical. Et donc le vrai enjeu, ça a été dit, c'est qu'est-ce qu'on fait en France pour renforcer cet acteur ? Je donne un exemple. Ce matin, je me suis absenté parce que je finalise un accord où on essaye justement de loi Rebsamen avec les partenaires sociaux. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver, mais le centre du truc, c'est comme on sait que dans 5 ans, la moitié de mes délégués seront partis en retraite. Et je suis dans la chimie, il y a quand même des gens, enfin, la tradition syndicale, etc. Et toute notre préoccupation, c'est ça. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les acteurs, pour faire venir des nouveaux, pour que des gens s'engagent, pour qu'ils rentrent dans les organisations syndicales, pour que les carrières soient valorisées, pas seulement la non-discrimination, mais qu'on intègre toutes ces compétences qui sont acquises dans le syndicalisme, que ça devienne quelque chose d'attractif. Voilà ce sur quoi on travaille pour renforcer ces acteurs, parce qu'effectivement, ça va, même dans des grandes entreprises, il y a des sacrés enjeux, et ça va prendre du temps. Mais c'est vrai que la loi El Khomri, enfin, le travail, nous donne effectivement une assez bonne photographie de la situation et de la difficulté qu'on a en France de constituer un contre-pouvoir réel dans l'entreprise. Mais si on dit c'est pas là que ça se passera qu'au Parlement, je suis pas sûr qu'on retrouvera les contre-pouvoirs dans les entreprises le jour venu. Et même dans les branches, ça a été dit, les branches sont d'assez faibles lieux de contre-pouvoir, au sens de pression sur le pouvoir économique des entreprises. Une dernière intervention. Oui. Alors, je voudrais simplement... Alors, moi, je ne parlais pas de contre-pouvoir, mais de contre-poids. On n'a pas besoin, donc, de contre-pouvoir, mais de contre-poids.
Et pour installer un véritable dialogue social, donc une négociation collective, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche, eh bien, ça part simplement par mettre en œuvre des dispositions ou prévoir des dispositions claires et précises en termes de loyauté de la négociation collective. C'est un élément important, la loyauté et la transparence. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis donc, ces dernières années? Toutes les lois qu'on a empilées pendant 5 ans, pendant 3 ans et demi, 5 lois en 3 ans et demi qui ont bien au contraire fragilisé à la fois la possibilité d'avoir une négociation, je dirais, non seulement simple, mais loyale et transparente, puisque à la fois sur la sécurisation de l'emploi, donc et sur la loi sur la formation professionnelle, dont les dispositions qui sont liées justement à la négociation collective, sous la loi donc Rebsamen, dont les NAO, la fusion des NAO, etc., et sur les instances représentatives du personnel, avec moins de moyens et moins d'élus, moins d'instances, tout ça ne participe pas justement à sécuriser donc le dialogue social et à donner donc des moyens d'une négociation, je dirais, utile, efficace et autre. Alors, et pourtant, il y a une vitalité de négociation en France. Quand on regarde le bilan annuel du ministère du Travail chaque année, tant au niveau des branches qu'au niveau donc, des entreprises. Il y a une vitalité de négociation. La question, elle est, quelle est la question, en fait, sur la négociation collective? Si ce n'est que de changer de paradigme, de faire en sorte qu'on donne plus de liberté au niveau de l'entreprise pour déréguler, justement, la négociation collective et aussi donner plus de possibilités de revenir sur les droits acquis et donc fragiliser le niveau de la branche. C'est ça la véritable question. Alors, on ne peut pas faire un procès d'un pays qui a une vitalité de négociation et qui est envié. Moi, j'ai reçu, il y a 10 jours, le secrétaire d'État au travail d'Allemagne. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il voulait connaître nos positions sur la loi travail. Je lui dis, mais attendez, chez vous, quels sont les débats? Comment vous voyez les choses? Il me dit, chez nous, nous sommes en train de négocier, de travailler du moins, sur les branches et la possibilité d'adaptation des dispositions de la branche au niveau de l'entreprise. Et nous constatons qu'il y a un véritable problème de négociation au niveau des entreprises. Il y a trop de grèves en ce moment dans les entreprises en Allemagne. Nous avons des difficultés et nous sommes en train de travailler sur justement le niveau de la branche à ce sujet. Ça veut dire que, et donc en mettant en exergue ce qui a été dit tout à l'heure sur le salaire minimum, nos camarades d'IG Metall et du DGB nous expliquaient que les négociations étaient tellement tendues au niveau des entreprises, au niveau des branches, qu'ils demandaient, donc ça remonte à 2 ans, à l'État, de définir un salaire minimum légal. Vous vous rendez compte? Alors, entre ce que nous essayons de remettre en cause, les Allemands sont eux-mêmes en train donc d'évoluer justement vers un autre modèle. Et il n'y a pas que les Allemands. Et on constate que le modèle qu'on veut nous imposer, qui est celui donc des Italiens et de l'Espagne, qui a conduit à une précarité donc des salariés et à des difficultés en termes de couverture conventionnelle, eh bien, ce n'est pas un modèle que nous pouvons donc accepter. Et voilà donc le cœur donc du problème. Et c'est pas ce qui participera à faire des syndicats forts et à leur donner une légitimité vis-à-vis donc des salariés qui sont de plus en plus déçus de voir que nous avons moins de moyens pour défendre leurs intérêts. Merci. Je voudrais juste faire une petite remarque qui m'a semblé assez frappante. On a eu 2 discours de 2 DRH qui étaient très différents l'un de l'autre. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'on a eu un discours, Monsieur Lepagnol, ou Le Pagnol, je ne sais pas comment on dit, je m'excuse. Vous aviez un discours, moi je suis en train d'essayer de réécrire avec donc un code du travail, et vous aviez toute une série d'indications, et je veux dire que 3 sur 4, j'aurais pu les signer. Il y a certains points sur lesquels on peut avoir des désaccords, bien sûr, et des discussions qui sont possibles, mais on a là, visiblement, une discussion, une vision patronale, naturellement, mais qui est une vision patronale pragmatique, concrète, avec des enjeux qui sont les enjeux du XXIe siècle et qu'il faut effectivement aborder de front. Et c'est, à mon avis, très important de prendre en compte tout ce que vous nous racontez. Et puis, on a un deuxième discours, qui est celui de M. Sibéras,
qui est un discours qui est celui de l'ancien président de l'Association nationale des DRH, qui est un discours qui est beaucoup plus idéologique, beaucoup plus dur, et qui est un discours dans lequel on voit une volonté vous voyez, avec des choses comme il faut que la convention collective de branche soit toujours supplétive, parce que sinon ça ne sert à rien, alors que dans certains cas, dans certaines branches, ce sont les négociateurs eux-mêmes, y compris patronaux, qui ont préféré mettre des verrous pour empêcher la négociation collective d'entreprise défavorable. Donc ça dépend des cas en réalité, ça dit il faut rester pragmatique, mais non, il y a ce discours général. Et puis un autre discours général de M. Sibéras qui est très net, c'est nous voulons tout pouvoir négocier parce que c'est très bien. En même temps, il reconnaît la faiblesse des organisations syndicales. Donc on a, si vous voulez, quelque chose qui est un discours qui est, à mon avis, typique d'un autre discours patronal, qui est un discours patronal idéologique, qui démontre une forme d'avidité, que je dirais une forme d'avidité nue. Donnez-nous tout. Laissez-nous tout négocier. Alors, bon, sur le licenciement... Bon, sur le temps de travail, c'est fait. Sur le licenciement économique, on le veut, on est en train de l'obtenir. Sur les IRP, on le gagne, mais lâchez ça et on en demandera plus. On veut aussi le salaire, on veut tout. Alors je voudrais lui dire une chose. Cette avidité nue qui s'exprime au niveau du patronat, dans un monde où les inégalités ne cessent d'augmenter, est quelque chose de profondément destructeur pour nos sociétés. Donc il y a un moment où il va falloir se calmer. Franchement, vous ne pouvez pas tout demander. À un moment, soyez réalistes et comprenez qu'il y a aussi d'autres points de vue et qu'il ne faut pas tout demander. Et je pense qu'une position plus pragmatique s'impose. Je vous remercie. Je crois qu'il faut... Je vais quand même dire un mot parce que malheureusement, en fait, les idées que je professe, là, j'ai du mal souvent à les vendre au patronat, justement. Je suis allé voir Pierre Gattaz, je lui ai dit, voilà... je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il me dit, pour la négociation collective. Mais j'ai essayé de dire, c'est important, l'interlocuteur syndical, la négociation, les accords. Mais en fait, j'étais quand même à 100 lieues de la manière dont il voit les choses, très honnêtement, y compris sur le dialogue social. C'est ça qu'il faut voir, mon cher Emmanuel, c'est que, en réalité, quand il y a des interlocuteurs qui défendent le dialogue social dans les entreprises, les DRH en particulier, c'est pas si simple que ça de convaincre dans les entreprises, les directions générales, que c'est un mode de régulation nécessaire. C'est difficile de défendre ça auprès de corps intermédiaires, et c'est difficile de vendre ça à l'égard de collègues étrangers, en leur disant, si tu veux venir en France, voilà comment ça... Si tu veux, etc. Donc en réalité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le vrai débat, c'est pas la loi et l'accord collectif. Le vrai débat du XXIe siècle, celui qui est devant nous, c'est l'accord collectif ou tout sur le contrat individuel de travail. Donc je voudrais remettre le sujet, là il doit être mis, parce que c'est le sujet qui est devant nous et qui est beaucoup plus important à mon avis que les petites péripéties autour de la loi El Khomri. Bien, merci à tous les participants. Je crois qu'il est temps d'arrêter cette table ronde. Et Marc propose de que je propose, c'est de donner, vu les contraintes de temps auxquelles nous sommes assujettis, je pense qu'il convient de donner directement la parole à Jean-Cyril Spinetta. Alors, 2 minutes de pause. Alors. Okay. Le temps...